Voilà, on aborde maintenant une maladie rhumatismale tout à fait emblématique, qui est un bel exemple d'interaction entre l'environnement et la génétique, en l'occurrence le HLA. Euh, il s'agit de la polyarthrite rhumatoïde qu'on a déjà abordée à plusieurs reprises, notamment quand on a parlé du facteur rhumatoïde. Alors vous allez voir, l'histoire est assez compliquée et elle n'est pas toujours très claire, mais je crois que c'est intéressant de voir l'épistémologie en matière d'auto-immunité. Vous allez voir, ce sont des choses d'une extrême complexité qui nous posent souvent problème quand on doit expliquer aux patients ce dont ils souffrent. Donc la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie qui est fréquente. Donc je fais une brève marche arrière. Donc le rhumatisme, par définition, c'est une maladie inflammatoire qui touche les articulations. Mais la notion de rhumatisme implique la notion d'inflammation. Par opposé à des maladies dégénératives comme l'arthrose, bien qu'une certaine composante inflammatoire soit probablement présente dans l'arthrose, bien évidemment. Donc c'est une maladie qui est fréquente, on retrouve l'habituelle prépondérance dans la population féminine. Euh, il y a de nombreuses manifestations extra-articulaires. Notons notamment des neuropathies, des atteintes pulmonaires, essentiellement de type pleurite, mais également des nodules pulmonaires, certaines formes de fibrose pulmonaire interstitielle, des atteintes des séreuses comme dans la péricardite, etc. Tout ça sera revu en détail par le professeur Malaise dans le cours de rhumatologie. Alors, voici une image importante parce qu'une vignette d'examen intégratif, plusieurs vignettes d'examen intégratif y font référence. Comme je vous l'ai dit, les vignettes d'examen intégratif sont souvent sélectionnées quand elles permettent de mettre en jeu plusieurs professeurs différents. C'est le cas évidemment ici puisque ça peut faire parler l'anatomiste, l'immunologue, le neurologue, donc il y a plein, le biochimiste, il y a plein de choses à dire. À gauche, l'image d'une synoviale normale. À droite, une synoviale qui est totalement infiltrée par des cellules inflammatoires. On pourrait dire, en étant simpliste, une sorte d'infiltrat de type hypersensibilité de type 4, des lymphocytes TCD4 activés, producteurs d'interféron gamma, une libération de TNF-alpha, en partie par les lymphocytes T, en partie par les macrophages. Et du recrutement évidemment d'autres types cellulaires, et tout ça aboutit à une véritable destruction de l'articulation. Voici un exemple tout à fait classique. Bien heureusement, ce type de forme, on les rencontre moins souvent de nos jours grâce au traitement. Alors, cette polyarthrite rhumatoïde reste une maladie mystérieuse. Très longtemps, on a hésité à voir si on devait la classer dans les maladies auto-immunes, puisque selon la définition que j'ai donnée tout à l'heure, l'auto-antigène n'était pas déterminé. Le facteur rhumatoïde, bien entendu, ce sont des anticorps anti-anticorps, donc ça, on pourrait dire que c'est de l'auto-immunité, mais on s'est aperçu assez rapidement que le facteur rhumatoïde était d'une part peu spécifique, et d'autre part peu sensible, que de nombreuses polyarthrites rhumatoïdes débutantes n'avaient pas de facteur rhumatoïde. Alors, il y a une dizaine, voire une quinzaine d'années, une autre voie est apparue, et ça reste une voie tout à fait importante, même si son interprétation fine n'est pas encore très claire, c'est la notion de citrulination des protéines. Alors, qu'est-ce que c'est que cette citrulination des protéines? Ce sont des modifications post-traductionnelles, des protéines déjà synthétisées qui sont exposées au sein des tissus à des enzymes appelées PAD, il y en a plusieurs types, peptidylarginine déiminase, qui vont transformer les arginines en citrulline. Et donc ces protéines sont ainsi modifiées, et les peptides qui résultent de ces protéines sont également des peptides dicitrulinés, et ils vont être présentés au système immunitaire comme tels. Alors,
Ce qui est clair, c'est que les enzymes qui sont responsables de ces modifications sont surexprimées dans des situations diverses dont on va parler, des situations, je dirais, d'environnement. Et par ailleurs, ce qui est très clair aussi, c'est que la citrulination des protéines fait apparaître ce qu'on appellera des néoépitopes, c'est-à-dire que même pour une protéine qui appartient au soi, le fait qu'elle soit citrulinée va générer des peptides que le système immunitaire ne reconnaît pas comme appartenant au soi, tout simplement parce que au sein du thymus, ce n'étaient pas des peptides citrulinés qui ont participé à la sélection négative, c'était des peptides contenant de l'arginine, et donc ces peptides citrulinés jettent une sorte de confusion au niveau périphérique. Alors qu'est-ce qui fait que les peptides citrulinés ne sont pas reconnus comme des peptides du soi? Il y a de multiples hypothèses. Est-ce que c'est le fait de la citruline elle-même? Il y a aussi des hypothèses qui suggèrent que le fait qu'il y ait une citrulination va influencer le clivage par les protéases, notamment au niveau des lysosomes. Et donc le jeu de peptides qui va être fourni à partir d'une protéine donnée va être modifié s'il y a une citrulination. Un petit peu comme dans l'exemple de l'alloreconnaissance directe, où à partir d'une même protéine, le simple fait qu'elle soit présentée par des molécules de CMH d'un autre individu modifie le jeu de peptides qui est vu par notre système immunitaire. Et donc, voilà, peu importe la nature exacte de l'hypothèse. Alors, parmi les différentes PAD, il y en a une qui est particulièrement impliquée dans la polyarthrite rhumatoïde. C'est la PAD de type 4. Alors, cette PAD de type 4, elle est influencée, comme je l'ai dit, par des facteurs d'environnement. C'est elle qui est responsable de la citrulination de ces protéines. Et de façon très importante, ça c'est quelque chose que je vous demande de retenir, c'est que les anticorps antipeptides citrulinés sont un marqueur très spécifique et relativement sensible de la polyarthrite rhumatoïde. Donc à la différence du facteur rhumatoïde qui est considéré comme un marqueur très peu spécifique et pas très sensible, très peu spécifique parce qu'on le rencontre dans d'autres maladies et pas très sensible parce que dans les formes débutantes de polyarthrite rhumatoïde, il est le plus souvent négatif. On a ici une sensibilité qui est de l'ordre de, enfin M. Malaise vous précisera mieux les choses selon les types de maladies de polyarthrite rhumatoïde, mais on est de l'ordre de 70%, 70 à 80% de sensibilité, avec une spécificité qui, elle, dépasse 95%. Alors, quels sont les facteurs environnementaux qui sont responsables de l'expression de la PAD4? Il y en a plusieurs qui ont été bien décrits. Le fait de fumer, indiscutablement, va induire une surexpression de cette enzyme. L'inflammation pulmonaire chronique, donc il ne faut pas penser que c'est un phénomène qui part des articulations, même si les articulations sont particulièrement touchées par cette maladie pour des raisons que je suis incapable de vous expliquer. L'initiation du phénomène se passe probablement au niveau de la bouche, au niveau des poumons peut-être. C'est là que cette perte de tolérance vis-à-vis des peptides citrulinés se produit. Alors, cette inflammation, on la rencontre aussi au niveau de la bouche, comme je disais, et c'est un sujet qui intéresse beaucoup les dentistes. La parodontite, donc cette inflammation chronique, infection chronique du parodonte, est associée à un risque nettement accru de polyarthrite rhumatoïde. Alors, il y a une bactérie qui est bien incriminée dans cette parodontite, c'est le Porphyromonas gingivalis, qui par ailleurs possède sa propre enzyme PAD4. Alors, un des phénomènes qui pourrait être associé à cette surexpression de PAD4, c'est la formation des nets. Souvenez-vous, je vous ai raconté dans le cours de l'année dernière que les neutrophiles ne se contentent pas de phagocyter les bactéries, mais dans certaines situations vont faire une sorte d'exocytose de filets d'ADN et d'histones qui vont contribuer à engluer en quelque sorte des bactéries, à les éliminer. Eh bien, précisément,
l'activation de ce phénomène de nétose, puisque c'est le nom qu'on lui donne, est associée à une surexpression de cette enzyme PAD4. Donc tous ces phénomènes, inflammation chronique, infection par porphyromonase gingivalis, tout ça est associé à un risque accru de formation de protéines citrulinées et donc de polyarthrite rhumatoïde. Voilà un exemple. Donc c'est un cours que je donne en même temps aux dentistes, enfin pas en même temps, mais je donne le cours d'immunopathologie aux deux sections. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion d'enregistrer le diaporama pour les dentistes, et donc ceci leur est aussi destiné, bien que dans la version qui était donnée aux dentistes, j'allais plus loin dans les détails à ce sujet-là. Donc, exemple assez éloquent de parodontite, qui est associé à ce risque de polyarthrite rhumatoïde. Alors pourquoi relation génétique-environnement? Parce que toutes les personnes qui ont une parodontite ou qui sont fumeurs ou qui ont une inflammation pulmonaire chronique ne vont certainement pas faire de polyarthrite rhumatoïde. Et on s'aperçoit que seules les personnes qui possèdent certains allèles HLA-DRB sont associées, vont faire, pour autant que les facteurs environnementaux soient présents, vont faire des polyarthrites rhumatoïdes. Alors ça veut dire quoi HLA-DRB? Là aussi je fais appel à vos souvenirs, HLA-DRBA même plus exactement. Je fais appel à vos souvenirs de l'année dernière. Nous parlons d'une molécule HLA de classe 2, qui est HLA-DR. Souvenez-vous, ces molécules sont des hétérodimères avec les deux chaînes alpha et bêta qui sont codées au niveau du complexe HLA. On parle ici de la chaîne bêta, le B. Et comme certains individus ont plusieurs gènes, ont une duplication de gènes codant pour cette chaîne bêta sur le même chromosome, on se focalise sur la chaîne bêta qui est commune à tous les individus, y compris ceux qui n'ont qu'une seule copie du gène, et on appelle donc ça HLA-DRB1. Eh bien, seuls certains allèles HLA-DRB1 sont associés à un risque fortement accru de développer une polyarthrite rhumatoïde. Alors, ceux qui sont notamment à haut risque, le HLA-DRB1 astérisque 0101 ou 0401 ou 0404. Alors, ça, cette nomenclature, ça reprend à la fois le numéro de série sérologique et le numéro de série déterminé par biologie moléculaire. En résumé, on pourrait dire que ces sujets, ce sont des sujets DR4, mais tous les sujets DR4 ne sont pas à risque. Il faut vraiment aller plus finement regarder à quel DR4 on a affaire, et on voit que seul le DR404 est à risque, idem, ou bien le DR401 sont à risque de faire cette maladie. La grande question, c'est de savoir comment, quelle est cette interaction entre le HLA-DR et les peptides citrulinés. Alors là, un petit peu, on était évidemment allé plus loin, on a essayé de voir ce qui était le point commun entre tous les allèles HLA-DRB1, je vais remettre le B ici, voilà, donc quel est le point commun de tous les allèles HLA-DRB1 01 ou 04 qui sont associés. Alors je reprends parce que j'ai corrigé un petit peu la forme. Donc quel est le point commun des allèles HLA-DRB1 01 et 04? Puisque je vous l'ai dit, ce n'est pas tous, c'est seulement certains qui sont identifiés par biologie moléculaire. Quel est leur point commun quant à ceux qui sont associés à un risque accru de polyarthrite rhumatoïde? Eh bien, c'est une séquence de 5 acides aminés, à une petite différence près, que vous avez ici, et que l'on appelle communément épitope partagé. En anglais, SE pour Shared Epitope. Et donc, il y a toute une littérature pour voir le risque de polyarthrite rhumatoïde associé à certaines... Regardez, les personnes donc on a évidemment ces allèles en deux exemplaires, hein, sur chacun des deux chromosomes.
Les personnes qui ont 0 fois cet épitope partagé, on considère que c'est le risque de référence de polyarthrite rhumatoïde. Ceux qui ont 1 fois l'épitope partagé ont de 5 à 10 fois plus de chances, et ceux qui ont les 2 épitopes partagés, 30 fois plus de chances. Alors, quel est le lien entre cet épitope partagé? Alors, pourquoi épitope, hein? Donc, le mot épitope est un peu ambigu, mais c'est évidemment, ça fait référence à la reconnaissance de ces molécules HLA par des techniques sérologiques, tout simplement, hein. Puisqu'évidemment, on peut considérer que toute protéine exprime des déterminants antigéniques. On ne parle pas d'un épitope présenté, d'un peptide qui serait présenté par la molécule HLA. On parle réellement de la séquence des acides aminés de cette molécule HLA elle-même. C'est ça qu'on entend par épitope partagé, tout simplement. On pourrait dire une séquence partagée. Une séquence d'acides aminés, ce serait peut-être moins ambigu, puisqu'on va parler maintenant de présentation de peptides. Donc, quel est le lien entre cet épitope partagé et les peptides citrulinés? Alors, il y a 2 hypothèses. Alors, il y a une vieille hypothèse qui remonte à il y a une dizaine d'années d'ici, extrêmement séduisante et assez facile à expliquer. Et jusqu'à l'année dernière, c'est l'explication que je donnais. Les vignettes d'examen sont relativement construites là-dessus, et si vous me sortez cette hypothèse à l'examen, c'est très bien, il n'y aura pas le moindre problème. Néanmoins, par respect, je dirais, de la complexité des choses et de l'évolution de la science, je me dois ici de mettre un petit bémol par rapport à cette hypothèse simple. L'hypothèse classique, qu'est-ce qu'elle dit? C'est dire que, ok, une personne qui fume, qui est une femme, c'est un facteur de risque aussi, qui a une BPCO, qui a une parodontite, qui a du porphyromonase dans la bouche, va en effet générer beaucoup de protéines citrulinées, mais que les peptides qui en résultent, les peptides citrulinés, qui sont donc des néoépitopes, pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure, qui n'ont pas été exprimés dans thymus, ces néoépitopes ont peu d'affinité pour les molécules HLA de classe 2 en général, et que donc la plupart des individus ne verront pas, les lymphocytes T de la plupart des individus ne verront pas en quelque sorte les néoépitopes en question, puisque les molécules HLA-DR vont les négliger au profit de peptides non citrulinés. Tous à l'exception des personnes qui ont les molécules HLA-DR qui prédisposent à la polyarthrite rhumatoïde. Et le papier d'il y a une dizaine d'années suggérait que cette séquence d'acides aminés dont je viens de vous parler avait pour particularité d'avoir une affinité pour la citruline, et que donc seules les molécules HLA présentant cet épitope partagé seraient capables de présenter des peptides citrulinés aux lymphocytes T. Et donc ça, c'était une hypothèse assez simple. Le problème, c'est que c'est probablement, voilà l'article en question, hein, donc c'est des gens très très sérieux, mais vous savez, en science, on a beau être très sérieux, parfois les théories qu'on propose ne sont pas confirmées par d'autres. Donc voilà le papier sur lequel cette théorie est basée. C'est un papier qui date de 2013. Et malheureusement, je dirais que cette hypothèse n'a pas nécessairement été confirmée par d'autres chercheurs qui ont montré que les molécules HLA-DR qui possèdent l'épitope partagé, donc les RA ça veut dire rheumatoid arthritis, ne lient pas mieux les peptides citrulinés que ne le font les molécules HLA-DR qui ne sont pas associées à la polyarthrite rhumatoïde, ce qui fout un petit peu toute l'histoire par terre. Mais que par contre, et là vous allez voir, c'est une sorte de théorie un petit peu parallèle, ces molécules HLA-DR qui possèdent l'épitope partagé seraient capables de lier des peptides provenant de la PAD4 elle-même, donc de l'enzyme responsable de la citrulination qui serait elle-même l'antigène, en quelque sorte, l'auto-antigène responsable de la polyarthrite rhumatoïde. Donc voici l'hypothèse classique, celle qui a été proposée en 2013, les facteurs d'environnement, la surexpression de PAD4, la citrulination des protéines, la génération des néoépitopes,
leur présentation uniquement par les molécules HLA-DR qui possèdent cette séquence d'acides aminés, de 5 acides aminés qu'on a vu tout à l'heure, et présentation aux lymphocytes TCD4 qui vont générer une réponse de type hypersensibilité de type 4, mais aussi activer des lymphocytes B, et le tout étant responsable de l'apparition de ces anticorps antipeptides citrulinés qui sont des marqueurs spécifiques et sensibles de la polyarthrite rhumatoïde, et le tout donnant des lésions tissulaires. L'hypothèse plus récente, la voici. Ces facteurs d'environnement génèrent une surexpression de la PAD4 qui va provoquer tout ce qu'on a dit, mais qui va aussi, et peut-être surtout, d'après cette hypothèse plus récente, donner une auto-immunité dirigée contre PAD4 elle-même. Et donc, en quelque sorte, les anticorps antipeptides citrulinés seraient un bon marqueur du problème, mais ne seraient pas nécessairement, c'est une sorte d'épiphénomène, mais ne seraient pas la cause du problème. Ne vous tracassez pas trop si vous n'avez pas tout suivi, juste pour vous montrer que l'auto-immunité, ce n'est pas simple, et que quand nos patients nous demandent pourquoi ils ont attrapé une maladie auto-immune et ce qu'ils peuvent changer dans leur vie pour ne pas en attraper une deuxième ou pour aller mieux, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, le lien avec la parodontite, il est très clair. Donc, indiscutablement, même si le rôle central des anticorps antipeptides citrulinés, il est remis un petit peu en question, le rôle malgré tout de cette surexpression de la PAD4, lui, n'est pas remis en question, et le lien avec la parodontite est également important. Et donc, il y a une littérature assez importante qui suggère que l'activité de la polyarthrite rhumatoïde, il est tout à fait lié à le traitement d'une parodontite, par exemple. Donc, le fait de prendre en charge une parodontite peut influencer l'activité d'une polyarthrite rhumatoïde. Évidemment, ça ne suffit généralement pas, il faut d'autres types de traitements, mais ça fait partie des choses qui doivent être prises en charge. Alors, je vous ai dit que les anticorps antipeptides citrulinés sont un bon marqueur, mais il n'a pas une sensibilité de 100%. Donc manifestement, il y a des polyarthrites qui sont dites séronégatives parce qu'elles ne sont pas accompagnées de la présence de ces anticorps antipeptides citrulinés. Et on invoque à ce moment-là d'autres types de modifications post-traductionnelles, notamment des carbamylations. Mais ce concept de modification post-traductionnelle en auto-immunité est important et il est simple à comprendre, a priori. Il a notamment aussi été évoqué, la citrulination a été évoquée dans le diabète de type 1. Regardez cet article, il suggère, bon, on est chez la souris ici, des souris NOD, ça veut dire Non-Obese Diabetic Mice, c'est un modèle de diabète de type 1 chez la souris, c'est un modèle tout à fait classique, où le traitement de ces souris à un stade très, très, très juvénile par des inhibiteurs de la PAD prévient l'apparition du diabète. Donc, probablement, il y a d'autres arguments cliniques ou translationnels qui suggèrent qu'également chez l'homme, c'est quelque chose d'important. On termine cette partie sur l'auto-immunité en parlant de l'auto-immunité antinucléaire. Sujet extrêmement important, à la fois d'un point de vue fondamental, mais d'un point de vue classique, car c'est une auto-immunité extrêmement fréquente. C'est probablement le type d'auto-immunité qui est le plus prévalent, à la fois, je dirais, en tant que marqueur biologique sans nécessairement de signification pathologique. On trouvera très souvent dans les prises de sang des anticorps antinucléaires, pour autant évidemment que le clinicien les ait demandés. Mais par ailleurs, le nombre de maladies auto-immunes qui s'accompagnent d'anticorps antinucléaires est très grand. Alors le plus souvent, les maladies auxquelles cette auto-immunité antinucléaire est associée, quand elle est associée à une maladie, encore une fois, il y a de nombreuses situations où les anticorps antinucléaires n'ont strictement aucune signification pathologique, mais quand ils sont associés à une maladie, ce sont des maladies qui sont dites systémiques ou maladies de système.
Alors, dans le jargon médical, maladie de système, ça veut dire des maladies qui vont toucher plusieurs organes, plusieurs tissus. Ça peut être les reins, les poumons, le système nerveux central, etc. Et donc c'est une division, on terminera d'ailleurs le cours par ça, par un très très bref aperçu de toutes les maladies auto-immunes. Certaines maladies auto-immunes sont très spécifiques d'un organe, parce que l'auto-antigène reconnu n'est exprimé que dans un seul organe. Par exemple, si vous prenez la desmogléine qui est impliquée dans la cohésion des différentes couches de l'épiderme, l'auto-immunité anti-desmogléine va vous donner classiquement une maladie dermatologique, maladie bulleuse. Par contre, si vous avez, comme dans les maladies dont on va parler dans les minutes qui viennent, des anticorps antinucléaires, vous avez compris qu'il s'agissait de maladies qui vont toucher beaucoup d'organes, pas nécessairement tous. Alors, on parle donc, quand on est sûr que les anticorps antinucléaires sont au centre de la pathologie, les maladies qui sont liées à ce type de processus sont appelées très naturellement des maladies qui sont liées aux anticorps antinucléaires, ou en anglais AARD. Alors, de façon très importante, alors, ces maladies sont diverses, comme je l'ai dit. Désolé de l'interruption, chaque fois je ne sais plus très bien où j'étais arrivé. Donc, selon la maladie considérée, les antigènes qui sont reconnus dans les noyaux sont en partie ou totalement différents. Donc, il faut bien comprendre que je vais vous parler d'une technique qui met en évidence chez un patient donné, dans son plasma, des anticorps qui reconnaissent les noyaux, mais bien évidemment, les anticorps ne reconnaissent pas les noyaux en tant que tels, ils reconnaissent des antigènes qui se trouvent dans ces noyaux. Or, vous imaginez bien que le noyau de la cellule contient des milliers d'antigènes différents. Et ce qui est très clair, c'est que en fonction de l'antigène nucléaire reconnu, l'impact sur les maladies va être différent. Dans certains cas, on n'aura strictement aucune maladie. Dans d'autres cas, on aura des maladies. Et selon l'antigène reconnu, ce seront des maladies différentes. Il va donc être important pour les personnes du laboratoire et pour le clinicien de savoir si, quand un patient a des anticorps antinucléaires, contre quels antigènes ces anticorps sont développés. Alors, voici un exemple, voici quelques maladies qui sont indiscutablement liées aux anticorps antinucléaires, à des antigènes bien particuliers dont on va parler dans quelques minutes. Évidemment, à tout seigneur, tout honneur, le premier c'est le lupus érythémateux systémique, mais on parlera aussi de maladies ou de syndrome de Sjögren, c'est pas la même chose, maladie, syndrome, Monsieur Malaise vous en reparlera. Une famille de maladies, parce qu'il y a de multiples sous-types qu'on appelle des sclérodermies, les connectivites mixtes, des maladies qui touchent à la fois les muscles, parfois la peau, des polymyosites, dermatomyosites, des lupus médicamenteux et bien d'autres. Alors avant d'entrer, je dirais, dans le vif du sujet et vous donner quelques grandes balises, je dirais, sur le diagnostic de ces maladies, des choses pratiques donc, quelques rappels concernant leur pathogénie. Pourquoi l'auto-immunité est-elle si fréquente? En fait, comme toujours, on ne sait pas très bien en auto-immunité, vous l'avez compris. Ce qui est clair, c'est que la reconnaissance des acides nucléiques est quelque chose de très problématique. Quand je dis problématique, ça veut dire que il ne faut pas, je vous l'ai dit à de très nombreuses reprises, y compris dans le deuxième cours d'immunologie consacré, ou troisième cours consacré au complément, il n'est jamais bon de laisser des cellules apoptotiques traîner trop longtemps, parce que ces cellules apoptotiques expriment des débris d'ADN, d'acide nucléique à leur surface. Et il faut les éliminer parce que la reconnaissance, l'interaction de ces débris d'ADN avec le système immunitaire peut provoquer de l'auto-immunité. Et parmi les mécanismes
qui sont proposés pour expliquer ce statut particulier des acides nucléiques, c'est une double reconnaissance par l'immunité adaptative d'une part et par l'immunité naturelle d'autre part. En effet, nous avons sur nos cellules de l'immunité naturelle des toll-like récepteurs qui reconnaissent les acides nucléiques des microbes. Or, la probabilité est grande pour que dans toute une série de situations d'altération d'une cellule, notamment des cellules en voie d'apoptose, l'ADN de nos propres cellules peut être en quelque sorte confondu par ces récepteurs TLR et reconnu comme de l'ADN microbien et donner une stimulation de l'immunité naturelle. Notamment, des cellules qui jouent un grand rôle dans cette reconnaissance qui pourrait être à la source des maladies à anticorps antinucléaires, ce sont les cellules dendritiques plasmacytoïdes. Alors voici une image extrêmement compliquée. Je suis même pas sûr moi-même de pouvoir rapidement comme ça me rappeler ce qu'il faut vous dire. Mais simplement, voici ici du DNA qui provient de cellules apoptotiques, qui, à cause du fait qu'il vient de cellules apoptotiques, est hypométhylé, comme l'est le DNA des bactéries, et qui va donc avoir la capacité de se fixer sur le TLR intracellulaire, le TLR9 notamment. Alors, vous avez ici un lymphocyte B, vous avez un BCR avec une faible affinité pour l'ADN, parce que je ne sais plus très bien si je l'ai dit ou pas, mais le répertoire des lymphocytes B est biaisé dans la sélection positive au niveau de la moelle pour une faible reconnaissance, une reconnaissance de faible affinité pour les acides nucléiques. Mais normalement, cette affinité est trop faible pour déclencher l'activation de la cellule. Néanmoins, si vous avez une aide suffisante, soit de la part des lymphocytes T, soit une double signalisation à la fois au niveau du BCR, mais également au niveau d'un TLR intracytoplasmique qui reconnaît l'acide nucléique comme un PAMP d'une certaine façon, eh bien cette double stimulation peut arriver à provoquer une activation du lymphocyte B. Et rappelez-vous, une des particularités du lymphocyte B, c'est que l'hypermutation somatique va petit à petit augmenter l'affinité du BCR pour son antigène. Donc, alors qu'au départ, on avait des anticorps de très faible affinité pour l'ADN incapables d'être pathogènes, au fur et à mesure de cette activation qui est entretenue par les T, qui est entretenue par les cellules dendritiques plasmacytoïdes, vous allez avoir petit à petit la formation d'anticorps de plus haute affinité. Alors, je crois que la DIA est plus compliquée que ça. Si ça se trouve, entre le moment où elle a été produite et maintenant, les hypothèses ont encore changé. Mais le message clé, c'est vraiment celui-là. Rôle important de la cellule dendritique plasmacytoïde, qui a ses récepteurs notamment pour les acides nucléiques microbiens. Et on les trouve également au niveau du lymphocyte B, avec cette notion de double signal donné au lymphocyte B, un signal via le TLR9 et un signal via le BCR, et la capacité du lymphocyte B à augmenter l'affinité de ces récepteurs par phénomène d'hypermutation somatique pour aboutir à la production d'anticorps anti-ADN, par exemple, de haute affinité et donc très pathogènes. Alors, comme je viens de le dire, ça ne se produit en principe pas parce que les acides nucléiques restent cachés dans le noyau, d'une certaine façon. Et donc le risque, c'est quand les morceaux de noyau sont exposés à l'extérieur de la cellule ou quand ils sont libérés, par exemple, sous forme de net lors de l'activation des polynucléaires neutrophiles. Alors, voici un article un peu ancien, mais qui illustre bien l'hypothèse en question. C'est l'idée que Donc c'est l'idée que les individus qui sont capables de rapidement éliminer leur net vont faire moins de lupus que les autres, ou le contraire. Les individus qui vont anormalement, lentement dissoudre leur net, dégrader leur net,
sont ceux qui vont faire le plus souvent du lupus érythémateux systémique. Et donc c'est ce qu'on a ici. Vous avez des in vitro, vous allez stimuler la production des NET, puis vous allez évaluer la présence dans le sérum du patient euh, de quelque chose. En fait, euh, ce sont des DNAs, hein, si mes souvenirs sont bons, qui vont dégrader les NET en question, donc des enzymes capables de dégrader le DNA. Et vous voyez que chez des sujets sains, nous sommes à ce niveau-ci. Chez des personnes qui ont une polyarthrite rhumatoïde, qui n'est pas classiquement une maladie à anticorps antinucléaires, on est à ce niveau-ci. Mais que par contre, chez les patients qui ont un lupus, on est plus bas, avec une grande variabilité, des gens qui sont extrêmement bas, et probablement que cette histoire de dégradation anormalement lente des NET n'explique qu'une partie des lupus. Mais enfin, c'est quelque chose qui va dans ce sens-là. Alors, je dirais un mot dans le cours sur les vascularites, hein, qui va venir, c'est dans le dernier cours. Je dirais un mot d'une autre famille de maladies auto-immunes, inflammatoires, qui sont liées en partie à ces NET. C'est ce qu'on appelle les vasculites à ANCA, qui sont des vasculites qui sont liées à la présence d'anticorps anticytoplasme de neutrophiles. Et on considère que les NET sont également en cause dans la formation de ces anticorps anticytoplasme de neutrophiles chez certains sujets. Mais on en reparlera dans le dernier cours. De même, et ça on en a parlé quand je vous ai parlé des maladies monogéniques associées à de l'auto-immunité, les personnes qui ont des polymorphismes ou des mutations qui touchent le C1q, les premiers facteurs de la voie classique du complément, la CRP, etc., vont éliminer trop lentement leurs cellules apoptotiques et ont donc un risque très très fortement accru, 1000 fois accru, de faire des lupus. Alors évidemment, dans l'auto-immunité antinucléaire, ce n'est pas toujours des anticorps anti-ADN qu'on va trouver. C'est parfois des anticorps dirigés contre des protéines du noyau. Et là, on considère que les acides nucléiques jouent un rôle plutôt d'adjuvant, c'est-à-dire qu'ils vont pas, chez les individus en question, ils vont pas nécessairement aller stimuler des lymphocytes B qui possèdent des BCR spécifiques des acides nucléiques, mais par leur capacité à stimuler les TLR, ils vont adjuvanter en quelque sorte des protéines du noyau. Hein, souvenez-vous, ce qui est un adjuvant vaccinal, c'est quelque chose qui est capable de stimuler les TLR, qu'on va mélanger à l'antigène contre lequel on veut une réponse adaptative. Eh bien, en quelque sorte, les acides nucléiques du noyau peuvent se comporter de la sorte et expliquer pourquoi il est tellement fréquent de développer des anticorps contre des protéines du noyau, plus fréquemment peut-être que contre d'autres types de protéines qui ne sont pas en contact étroit avec les acides nucléiques. Alors on passe maintenant sur des choses qui sont beaucoup plus cliniques, je dirais. Donc pour rappel, on appelle un anticorps antinucléaire tout anticorps qui se lie à un antigène présent dans le noyau. On est pratiquement dans l'ordre de la lapalissade ici. Les anticorps antinucléaires les plus spécifiques du lupus systémique, lupus érythémateux puisque c'est son nom, sont les anticorps anti-DNA. Oups, pas ce que je voulais faire. Voilà. On peut trouver des anticorps antinucléaires sans qu'il y ait d'anticorps anti-DNA et sans qu'il y ait de lupus. On peut notamment les trouver chez les sujets sains, notamment des personnes âgées, mais on peut également les trouver dans d'autres maladies auto-immunitaires, auto-immunes, qui sont souvent moins graves que le lupus, mais pas toujours. Donc, je vous l'ai dit, il y a une grande variété d'auto-anticorps dans ces maladies. Certains sont dirigés contre l'ADN et sont responsables du lupus, et d'autres sont dirigés notamment contre des protéines du noyau qu'on appelle des ribonucléoprotéines.
Alors les plus connus comme cibles, mais il y en a plein d'autres, mais je ne vais parler ici que de quelques-unes de celles-ci. C'est les protéines SM pour Smith, SSA, SSB pour syndrome sec, on va y venir. Et d'autres sont non pathogènes et ne sont associés à aucune pathologie. Voilà, j'ai ajouté par exemple ces anticorps-ci, donc pas besoin de retenir ça, mais juste pour vous dire, on fait depuis quelques années, donc on savait depuis très longtemps que dans certains cas, le patient avait beau avoir des anticorps antinucléaires très positifs à partir du moment où on excluait la présence d'auto-anticorps dirigés contre des antigènes bien particuliers, étroitement associés à certaines maladies, ben on pouvait dire aux patients que ces anticorps antinucléaires n'avaient pas beaucoup d'importance. On a maintenant ajouté depuis quelque temps la recherche d'anticorps anti-DFS70, Dense Fine Speckled 70, peu importe. Et là, quand on les trouve, on est rassuré parce qu'on peut dire aux patients que précisément, on sait que ces anticorps-là ne sont généralement associés à aucune maladie. Hein, c'est vraiment la belle illustration que avoir des anticorps antinucléaires n'est pas toujours associé à une maladie. Bien loin de là, c'est plutôt le contraire. Donc il est important malgré tout, si on a fait la demande de ces anticorps et qu'on les trouve, il faut les caractériser. Comme je vous l'ai dit un peu plus haut, le test qui permet de mettre en évidence des anticorps antinucléaires, c'est un test en immunofluorescence. Donc on a au laboratoire une lignée de cellules humaines qu'on appelle les cellules EP2, qui sont des cellules tumorales tout simplement parce que ça permet de les cultiver très facilement. Et on va mettre en présence le sérum du patient, on va le mettre sur ces cellules qui ont été perméabilisées et on va révéler la présence éventuelle d'anticorps antinucléaires en ajoutant un anticorps anti-anticorps humain couplé à une molécule fluorescente et puis on va regarder au microscope. Alors ici je vous dis que c'est un test très sensible dans le lupus parce qu'évidemment toutes les personnes qui ont un lupus ont des anticorps antinucléaires. Et d'ailleurs, dans les maladies de type AARD, c'est un test qui est extrêmement sensible. Euh, donc ça veut dire que si vous avez une négativité de ces anticorps antinucléaires, vous pouvez pratiquement exclure sans hésiter le diagnostic de lupus, de Sjögren, etc. Mais ce sont des tests qui sont peu spécifiques si vous n'avez pas identifié l'antigène en question. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Donc beaucoup de gens, 5% des sujets normaux, mais plus vous avancez en âge, plus c'est fréquent. Alors voici à quoi ça ressemble. Hein. Vous avez ici les cellules qui ont été marquées couvertes par l'anticorps et puis révélées par une molécule, par un anticorps anti-anticorps lui-même couplé à une molécule fluorescente. Très très important, vraiment un tuyau, le type de fluorescence observé va vous donner des indications sur l'antigène contre lequel les anticorps sont dirigés. La présence d'anticorps anti-ADN la présence d'anticorps anti-ADN est souvent associée à une fluorescence de type homogène, un petit peu comme celle-ci. Ceci, ça pourrait être des anticorps anti-ADN. Par contre, une fluorescence qui est plus irrégulière, comme celle-ci par exemple, en fait l'image n'est pas bonne, il faudrait peut-être choisir une autre image parce qu'elle est un peu pixelisée, c'est pas ce que je veux, donc je vais aller en chercher une autre. Alors, ça, me paraît mieux, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein des mouchetés, donc au niveau de ce cours, évidemment, retenez que c'est une fluorescence qui n'est pas homogène, mais que des fluorescences mouchetées, il y en a toute une série de nuances que vraiment les spécialistes du laboratoire d'auto-immunité, par exemple Laurence Luthéry ici au CHU, peuvent, d'après le type de fluorescence, vous faire des prédictions concernant le type d'antigène qui sera reconnu. Alors voilà un petit résumé de tout ceci avec la fluorescence homogène dont on a parlé qui correspond souvent à des anticorps anti-ADN ou parfois anti-histone, la fluorescence mouchetée qui correspond à d'autres types de maladies ou à rien du tout, hein, il faut bien dire ce qui est, mais qui peuvent correspondre à ces maladies de type sclérodermie ou bien Sjögren, ou des fluorescences dirigées contre le centromère qui vont être plutôt liées à des maladies comme le CREST notamment, mais tout ça vous le verrez plus en détail dans le cours de rhumatologie.
Quelque chose qui est important, c'est le titre de ces anticorps. Donc j'attire votre attention là-dessus. Donc quand on vous rend un résultat d'anticorps antinucléaires, on va vous donner un titre, une fraction qui va suivre. Cette fraction, c'est le nombre de dilutions du plasma ou du sérum qu'on a pu réaliser en conservant la positivité de la fluorescence. Donc vous avez compris que plus le dénominateur de la fraction est grand, plus les anticorps en question sont concentrés. Et on considère que si vous êtes à 1 sur 80, voire en dessous, a fortiori, c'est quelque chose qui n'a aucune espèce de signification. Mais que par contre, si on est à au-dessus de 1 sur 320, c'est quelque chose qui va mériter qu'on s'y attarde. Et si on a une fluorescence de type homogène, on peut même considérer que à des concentrations plus faibles, malgré tout, il faut y accorder une certaine attention. Alors, ce qui est très important, c'est que en fonction du type de fluorescence qu'on va avoir, on va demander des tests de confirmation par ELISA qui vont nous dire si oui ou non les fameux les anticorps qu'on a identifiés par immunofluorescence reconnaissent ou non un antigène classiquement associé au développement de la maladie. Alors si on a une fluorescence de type homogène, on va rechercher spécifiquement par ELISA des anticorps dirigés contre l'ADN double brin. DS, ça veut dire double brin, double stranded. Si par contre, on a une fluorescence homogène, on va rechercher par ELISA des anticorps dirigés contre certaines protéines du noyau dont on sait qu'elles sont associées, ou qu'ils sont associés plutôt, aux maladies dont on a parlé tout à l'heure. Donc sur cette dia un peu compliquée, dont vous n'avez certainement pas besoin de retenir le détail, il faut retenir que d'une part, le titre des anticorps antinucléaires est important, qu'à partir de au-dessus d'1 sur 80, on va commencer à y accorder un certain crédit. Il est évident que plus le dénominateur de la fraction est grand, plus étroite sera l'association potentielle avec les maladies, et qu'en fonction du type de fluorescence, on va décider soit de rechercher des anticorps anti-ADN, si la fluorescence est homogène, ou plutôt des anticorps dirigés contre les nucléoprotéines, si la fluorescence est d'un autre type, notamment d'un type moucheté. Alors, un mot sur le lupus. Donc, je vous ai dit que les anticorps anti-ADN sont les plus spécifiques du lupus érythémateux, avec une très bonne spécificité. C'est malgré, bon, je vous ai dit en préambule que la présence d'un auto-anticorps ne suffisait certainement pas à soupçonner une maladie auto-immune dans la plupart des cas, que la clinique était importante. On pourrait dire que les anticorps anti-ADN très très positifs, c'est quand même rare chez quelqu'un qui est en parfaite santé sans le moindre phénomène auto-immun. Donc la spécificité de ces anticorps anti-ADN double brin est excellente, avec moins de 2% des sujets normaux qui ont de tels anticorps, mais enfin c'est pas 0%. Donc c'est pas parce qu'on a des anticorps anti-ADN qu'on a nécessairement un lupus, mais quand même. Alors voici des images de lupus, mais vous verrez tout ça plus en détail avec Michel Malaise, qui est un expert de cette maladie, avec des problèmes dermatologiques, notamment cet érythème au niveau des zones exposées au soleil, au niveau du visage, le dépôt d'anticorps antinucléaires. Vous avez un dépôt d'IgG au niveau de la membrane basale de l'épiderme. Alors il faut distinguer, mais ça vous verrez ça aussi en dermatologie, donc le cours dont... Enfin, le lupus dont je vous parle ici, il s'agit d'une maladie de système qui va toucher de nombreux organes, les reins, etc. C'est le lupus érythémateux systémique, mais il y a des formes de lupus qui sont localisées à la peau, lupus discoïde, etc. Et ça, vous en entendrez parler pour les médecins dans votre cours de dermatologie de Monsieur Nickels. Ce sont donc lupus érythémateux systémique, c'est aussi des maladies qui touchent le plus souvent des femmes, des jeunes femmes. Il y a des maladies qui sont
très distinctes qui vont porter le nom de lupus érythémateux systémique, mais avec des formes qui sont probablement différentes, avec des atteintes rénales dans certains cas qui sont plus importantes que dans d'autres notamment. Vous avez ici tous les organes qui peuvent être touchés par le lupus érythémateux systémique. Bien évidemment, les reins, on a vu des exemples de glomérulonéphrite lupique. Les séreuses, donc c'est clairement une maladie qui va toucher la plèvre, le péricarde notamment, le péritoine aussi. On pourrait avoir des phénomènes d'arthrite, mais qui ne sont pas des arthrites de la même nature que celle de la polyarthrite rhumatoïde. Ce ne sont d'ailleurs pas les mêmes articulations qui sont touchées et qui sont d'habitude des arthrites non déformantes et moins sévères que dans la polyarthrite rhumatoïde. La peau, évidemment, avec cet érythème en aile de papillon dont je vous ai parlé tout à l'heure. On pourra aussi avoir, mais pas toujours, des anomalies des lignées sanguines, donc souvent des anémies, des lymphopénies. On pourra avoir des anomalies de la coagulation, notamment avec un syndrome appelé syndrome antiphospholipidique, qui vient parfois indépendamment du lupus, mais qui est parfois en association avec le lupus et qui va provoquer des phénomènes de thrombose anormalement fréquentes. Alors voici, là aussi à titre purement d'exemple, à ce stade-ci rien à retenir, mais comment on pose un diagnostic de lupus? Ce sont des critères qui ont été proposés en 1997, mais qui sont toujours d'application aujourd'hui. Et vous voyez la difficulté de poser le diagnostic de ces maladies, puisque il faut vraiment compter des points. Et donc vous devez avoir au minimum 4 des 11 critères pour poser le diagnostic de lupus. Alors ils peuvent être présents en même temps ou bien de façon successive, je dirais. Et donc vous avez 7 critères cliniques, 4 critères de laboratoire et il faut compter. Donc si vous avez quelqu'un qui a des anticorps antinucléaires, qui est un test très sensible évidemment, et que vous avez en plus de ça une protéinurie, des ulcérations buccales et une photosensibilité, eh bien le diagnostic de lupus est très probable évidemment. Alors ça c'est pour le lupus. Maintenant un mot des autres anticorps antinucléaires associés à des maladies, notamment des anticorps qui donnent une fluorescence de type moucheté, puisque je le rappelle, la fluorescence liée aux anticorps anti-ADN est une fluorescence qui est classiquement homogène. Si vous avez une fluorescence mouchetée, vous allez, dans un deuxième temps, rechercher des anticorps dirigés contre des antigènes bien particuliers associés à des maladies. Alors, si vous avez d'autres patterns de fluorescence que le moucheté, par exemple le nucléolaire ou le centromérique, là aussi ça va vous évoquer des maladies particulières. Alors dans les antigènes, dans les protéines, les ribonucléoprotéines qui peuvent être la cible d'auto-anticorps, on a un complexe appelé le complexe Smith dont je vous parlais, donc ce sont des polypeptides associés à des ARN. Et ils sont eux aussi spécifiques du lupus. Donc ça veut dire que vous avez des lupus, ils sont rares, mais vous avez des lupus qui ont une fluorescence mouchetée, et donc les patients n'ont pas d'anticorps anti-ADN, mais ils ont des anticorps dirigés contre des protéines du complexe Smith. Donc ce sont des anticorps qui sont eux aussi très spécifiques du lupus, mais extrêmement peu sensibles, puisque la majorité des patients lupiques n'ont pas d'anticorps anti-Smith, ils ont plutôt des anticorps anti-ADN. Alors voici des anticorps dirigés contre des ribonucléoprotéines qu'on rencontre dans les connectivites mixtes, et un mode d'antigène protéique également qu'on rencontrera dans une maladie qu'on appelle le syndrome de Sjögren et dans la sclérodermie. Alors, le syndrome de Sjögren, aussi appelé syndrome SEC, SS ça veut dire syndrome SEC, Zika syndrome en anglais. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont donc des maladies qui vont être associées à une destruction des glandes exocrines, notamment au niveau associé aux muqueuses ou à la peau.
donc les glandes lacrymales, les glandes salivaires, des glandes au niveau génital et les patients se plaindront évidemment d'une sécheresse importante au niveau de ces différents sites. C'est une maladie fréquente et extrêmement handicapante et contre laquelle malheureusement on a peu de traitements. Là aussi, Michel Malaise vous expliquera la nuance entre la maladie de Sjögren dans laquelle la maladie auto-immune se développe initialement sous cette forme, avec le syndrome de Sjögren, où c'est quelque chose qui va arriver secondairement à une autre maladie auto-immune qui est en place depuis de nombreuses années, comme par exemple une polyarthrite rhumatoïde. Alors vous avez ici une image d'une glande salivaire qui est infiltrée par des lymphocytes. Il y a notamment beaucoup de lymphocytes B dans la maladie de Sjögren et qui va petit à petit aboutir à une destruction de la glande. Voici des images cliniques avec une langue qui est tout à fait sèche à cause de ce tarissement de la sécrétion salivaire, des glandes salivaires qui sont d'un volume augmenté, parce que toute cette infiltration lymphoïde peut donner lieu à des obstructions des canaux d'évacuation, etc. Maladie contre laquelle on a relativement peu de traitements. Il faut savoir qu'il y a des manifestations dans le Sjögren, il y a des manifestations autres qui ne touchent pas les glandes exocrines, mais qui peuvent toucher d'autres tissus, notamment les articulations, le système nerveux central, etc., et pour lesquels là, des traitements sont disponibles. Une autre maladie est la sclérodermie. Encore une fois, on devrait plutôt dire les sclérodermies parce qu'il y en a plusieurs formes. Et les sclérodermies sont associées à des dépôts de collagène, notamment au niveau des membranes basales des vaisseaux, au niveau de la peau, etc., des poumons, des reins, avec des conséquences que vous pouvez imaginer. Une des conséquences classiques, c'est un syndrome qu'on appelle le syndrome de Raynaud. À cause de ce dépôt de collagène, le vaisseau se collapse beaucoup plus facilement en cas d'exposition au froid, par exemple. Rassurez-vous, si vous avez un syndrome de Raynaud, le plus probable, c'est qu'il s'agisse de spasmes réflexes dont l'origine n'est pas très connue. On parle ici de formes particulièrement sévères quand il y a une composante organique au problème. Vous avez compris que si les glomérules sont touchés, on aura une insuffisance rénale. Si les poumons sont touchés, la diffusion de l'oxygène sera altérée au niveau des alvéoles. Donc on parle ici de maladies graves, mais encore une fois, vous avez des formes qui sont plutôt des formes cutanées, d'autres qui vont toucher plutôt d'autres organes. Pour les dentistes, j'avais montré ces images qui rendent notamment l'ouverture de la bouche difficile parce que ces dépôts de collagène vont altérer l'élasticité au niveau des lèvres notamment. Et on termine tout doucement, je vous avais dit que je vous parlerais de la classification. Donc il y a deux types de classification dont on a un tout petit peu parlé. On peut classer les maladies auto-immunes, mais c'est très artificiel, j'en conviens, selon le type de processus pathologique qui est responsable des lésions, la fameuse classification des hypersensibilités. Par exemple, une maladie comme le lupus, c'est une maladie qui est surtout liée à des complexes humains, en grande partie à des complexes humains entre l'ADN et les anticorps anti-ADN. Ces complexes humains vont aller se déposer notamment au niveau des synoviales, au niveau des glomérules, etc., et y provoquer des lésions. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le lupus, les anticorps du lupus ont d'autres propriétés pathogènes que de former des complexes humains. À côté de ça, vous avez d'autres maladies auto-immunes, comme par exemple une thyroïdite de Hashimoto ou un diabète de type 1, dans laquelle les auto-anticorps sont là, mais ils sont relativement non pathogène et la glande va plutôt être détruite par un processus d'hypersensibilité de type 4. Mais là aussi, c'est probablement un petit peu simpliste comme façon de voir les choses. L'autre façon de classer ces maladies auto-immunes, c'est selon leur côté systémique, généralisé, ou le côté ciblé. Et vous avez ici, par exemple, une liste de maladies auto-immunes qui sont spécifiques d'un organe et que vous verrez dans tous les cours qui vont suivre en master.
des maladies qui touchent les glandes endocrines, la thyroïde, le pancréas endocrine, les gonades, les surrénales, des maladies qui touchent la peau comme le pemphigus, des maladies qui peuvent toucher les cheveux et le système pileux en général, la mélanine, les cellules sanguines, etc., etc. Et à côté de ça, des maladies qui sont plutôt systémiques, notamment ces fameuses maladies qui dépendent des anticorps antinucléaires, comme le lupus érythémateux, par exemple, ou le Sjögren, euh, et de maladies autres qui sont dirigées contre des antigènes tout à fait ubiquistes, comme dans la polyarthrite rhumatoïde. Voilà, donc ça termine cette dernière partie du cours sur l'auto-immunité. Le dernier cours va concerner les maladies auto-inflammatoires et quelques mots sur les vascularites qui peuvent être parfois auto-immunes, parfois auto-inflammatoires, et nous en parlerons.